Bonjour, je suis Olivier Bachelet, je suis enseignant en droit pénal et en procédure pénale au sein de la prépa ISP pour ce qui concerne en particulier la préparation aux épreuves d'entrée au CRFPA. J'interviens dans le cadre de la prépa ISP au titre d'autres formations, tout particulièrement pour ce qui concerne les concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Cela fait plus de 20 ans que j'enseigne le droit pénal et la procédure pénale dans le cadre de telles formations de préparation à l'entrée au CRFPA et à l'École nationale de la magistrature notamment. Je suis par ailleurs magistrat de l'ordre judiciaire, président de chambre correctionnelle. L'objet de la vidéo aujourd'hui est d'évoquer quelques pistes, quelques éléments de correction de la consultation juridique de droit pénal qui a constitué l'épreuve dans cette matière pour l'entrée au CRFPA en 2021. Il s'agit donc ici simplement d'évoquer quelques pistes de réflexion, quelques pistes de résolution pour ce qui concerne cette consultation juridique de 2021 en droit pénal pour l'entrée au CRFPA, sachant que nous réservons la correction complète de chacune des consultations juridiques tombées depuis l'entrée en vigueur de la réforme de l'examen d'entrée au CRFPA, c'est-à-dire depuis 2017. Nous réservons donc cette correction complète à nos élèves. Nos élèves disposent en effet d'une vidéo pour chacune des annales tombées depuis 2017 et évidemment cette année nous ne dérogerons pas à la règle, il y aura une vidéo de correction exhaustive de la consultation juridique de droit pénal tombée en 2021. Pour pouvoir résoudre cette consultation juridique de droit pénal tombée en 2021, qui était une consultation juridique somme toute relativement simple par comparaison à celle qui était tombée en 2020, pour résoudre donc cette consultation juridique, il fallait mettre en œuvre les règles fondamentales propres à la résolution de toute consultation juridique en droit pénal. Je vais ici synthétiser très brièvement ces règles fondamentales, étant souligné que là aussi, nos élèves, dans le cadre de la préparation, disposent d'une vidéo dédiée relative à la méthodologie de la résolution de la consultation juridique, avec un certain nombre d'exemples donnés. C'est une vidéo qui dure plus d'1 heure. Je vais condenser cela en évoquant 3 observations méthodologiques fondamentales. La première observation méthodologique fondamentale, c'est de rappeler que la consultation juridique appelle un développement structuré. La résolution de la consultation juridique appelle un développement structuré qui doit être annoncé dans le cadre de l'introduction de votre devoir, étant souligné toutefois que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'introduction de la résolution d'une consultation juridique ne consiste pas du tout en une reprise de l'énoncé. Il ne s'agit pas, en guise d'introduction, de faire une synthèse de l'énoncé qui vous est soumis. Ça ne sert à rien. Vous allez perdre du temps. Le correcteur, qui évidemment a lu l'énoncé, ne lira pas votre synthèse. En réalité, les faits qui sont donnés dans l'énoncé de la consultation juridique, ils ne doivent pas être repris dans l'introduction en guise de synthèse pour constituer une synthèse de ces faits, absolument pas. Ces faits, ils doivent être repris au fur et à mesure de vos développements pour appuyer votre raisonnement juridique et pour appuyer les solutions auxquelles vous aboutissez. Donc, dans l'introduction, en réalité, elle va consister simplement à annoncer l'ordre global de vos développements, et en annonçant l'ordre global de vos développements, vous allez montrer au correcteur immédiatement que vous avez adopté un développement structuré. Et c'est le deuxième point sur lequel j'insiste. Il faut impérativement, en effet, adopter un développement structuré dans la résolution d'une consultation juridique en droit pénal et dans les autres matières
d'ailleurs également, un développement structuré qui doit apparaître structuré aux yeux du correcteur et qui doit donc donner lieu à un plan apparent. Sachant que dans la construction de la résolution d'une consultation juridique en droit pénal, c'est toujours le même plan qu'il faut mettre en œuvre. Sur ce point, j'attire votre attention sur l'écueil qu'il y a à adopter un plan par protagoniste. Souvent, les candidats décident de raisonner par protagoniste et donc de résoudre la consultation juridique en évoquant d'abord la responsabilité pénale de Christophe, puis la responsabilité pénale de Jean, et enfin la responsabilité pénale de Xavier. Non, vous ne devez absolument pas procéder de la sorte, parce que si vous adoptez un plan par protagoniste, il y a un risque fort d'être amené à traiter de la responsabilité pénale d'un éventuel complice avant d'avoir traité la responsabilité pénale de l'auteur principal. Or, nous le savons, en droit pénal, en matière de complicité, le principe, c'est celui de l'emprunt de criminalité. Il ne peut y avoir complicité que s'il existe une infraction principale punissable. Et donc, si vous êtes amené à traiter de la responsabilité pénale d'un complice avant même d'avoir envisagé l'existence d'une infraction principale punissable, vous commettez une erreur de logique fondamentale. Et ceci apparaîtra d'autant plus vrai si, après avoir évoqué la responsabilité pénale de ce pseudo-complice, vous en arrivez à propos de l'auteur principal à dire qu'il n'y a pas d'infraction principale punissable. C'est la raison pour laquelle il faut absolument proscrire le plan par protagoniste, le plan qu'il faut absolument mettre en œuvre pour la résolution d'une consultation juridique en droit pénal. C'est un plan qui se fonde sur les faits et qui va donc consister à distinguer d'abord les grands événements, parce que dans toute consultation juridique de droit pénal, il y a plusieurs grands événements, et d'ailleurs la consultation juridique de 2021 ne dérogeait pas à la règle. On peut voir dans cette consultation juridique 3 grands événements. Il faut donc raisonner par grands événements, et puis à l'intérieur de chaque grand événement, il faut raisonner par infraction. Lorsque dans un grand événement, il y a plusieurs infractions commises, on va raisonner par infraction, et ce de manière chronologique. Et puis, lorsque l'on va traiter de chacune des infractions, alors l'on va raisonner par protagoniste, et l'on va distinguer la responsabilité pénale des personnes physiques, et lorsque c'est nécessaire à la lecture de l'énoncé, et la responsabilité pénale des personnes morales. Sachant que lorsque l'on en arrive à ce stade-là de la décomposition, et c'est la 3e observation méthodologique sur laquelle j'insiste, lorsqu'on en arrive donc à nos développements relatifs à la responsabilité pénale de chacun des protagonistes, il faut toujours adopter un raisonnement en triptyque. Raisonnement en triptyque qui signifie qu'il doit y avoir un raisonnement en 3 temps, qu'il s'agisse d'un protagoniste personne physique ou d'un protagoniste personne morale. S'il s'agit d'un protagoniste personne physique, le raisonnement en 3 temps va consister d'abord à traiter de la caractérisation de l'infraction, caractérisation de l'infraction qui passe par la réunion des éléments constitutifs de celle-ci, l'élément légal, l'élément matériel, l'élément moral. Premier temps du triptyque pour les personnes physiques, c'est la caractérisation de l'infraction. Le deuxième temps du triptyque pour les personnes physiques, c'est l'imputation de l'infraction. L'infraction que j'ai caractérisée peut-elle être imputée à la personne dont j'étudie la responsabilité pénale? Ce deuxième temps du triptyque, c'est très souvent l'évocation d'éventuelles causes d'irresponsabilité pénale, cause de non-imputabilité ou fait justificatif. Et puis, le troisième temps du raisonnement pour une personne physique, le troisième temps du triptyque, c'est l'indication des peines principales encourues, peine privative de liberté, peine d'amende. Voilà le triptyque pour les personnes physiques. Il faut évoquer ensuite le triptyque pour les personnes morales lorsque l'énoncé nous amène à évoquer la responsabilité pénale d'une personne morale pour une infraction. Et bien là aussi, il faut adopter un raisonnement en 3 temps.
qui consiste pour les personnes morales d'abord à vérifier le champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales. Suis-je en présence d'un groupement qui dispose de la personnalité juridique en particulier? Vérifier ensuite, deuxième temps du triptyque, les conditions d'imputation de l'infraction à la personne morale. Sur ce point, l'on fait alors référence aux dispositions de l'article 121-2 du Code pénal, qui prévoit qu'une infraction peut être imputée à une personne morale si elle a été commise par un organe ou un représentant et si elle a été commise pour le compte de la personne morale. Enfin, troisième temps du raisonnement en triptyque pour les personnes morales, qui coïncide au troisième temps concernant les personnes physiques. Il s'agit d'évoquer la répression, mais ici, l'on n'évoquera qu'une seule peine principale. À la différence des personnes physiques pour lesquelles on emploie le pluriel, les peines principales encourues, peine privative de liberté, peine d'amende. Pour la personne morale, on évoquera la peine principale encourue au singulier, puisqu'une personne morale, à titre de peine principale, encourt uniquement une peine d'amende. Évidemment, il n'est pas possible de prononcer une peine privative de liberté à l'égard d'une personne morale. Ces rappels réalisés, il faut les appliquer à présent à la consultation juridique de 2021. Comme je l'indiquais à l'instant, cette consultation juridique ne déroge pas à la règle, elle amène le candidat à traiter plusieurs grands événements qui sont au nombre de 3. Il y a d'abord l'accident de chantier, il y a ensuite les révélations concernant la société Bobati, qu'elles sont relatées dans l'énoncé de la consultation juridique. Et puis, il y a le troisième grand événement qui consiste dans les faits routiers, l'accident de la route, qui est à la fin de l'énoncé relaté. Ce sera donc la structure de résolution de cette consultation juridique. Il s'agira de traiter d'abord de l'accident de chantier, des implications pénales de cet accident de chantier, ensuite de traiter des implications pénales relatives aux révélations concernant la société Bobati, et enfin des implications pénales concernant les faits routiers. Pour ce qui concerne le premier grand événement, l'accident de chantier, il n'y avait pas lieu d'opérer une décomposition par infraction parce qu'il n'y a pas plusieurs infractions dans ce grand événement. En réalité, il y a une seule scène infractionnelle, c'est l'accident en lui-même qui a mené au décès des 2 ouvriers. De sorte qu'il fallait immédiatement, pour traiter l'accident de chantier, raisonner par protagoniste en opérant la distinction entre la responsabilité pénale des personnes physiques et la responsabilité pénale de la personne morale, la société Bobati, puisque l'accident intervient sur un chantier dont elle a la responsabilité. Il fallait donc distinguer la responsabilité pénale des personnes physiques et ensuite celle de la personne morale. Pour les personnes physiques, logiquement, dans le cadre d'un fait infractionnel qui intervient dans une structure, dans une personne morale, on se pose toujours la question de la responsabilité pénale du responsable pénal primaire qui est le dirigeant de l'entreprise. D'après l'énoncé, il apparaît que c'est Pierre P, le dirigeant de l'entreprise, c'est lui le gérant de la société Bobati. Il fallait donc commencer par lui, se poser la question de sa responsabilité pénale au titre de cet homicide involontaire, de ce double homicide involontaire, vérifier en particulier la question de la délégation de pouvoir. Est-ce que cette délégation de pouvoir qui est implicitement évoquée dans l'énoncé est régulière ou pas? Si elle est régulière, alors il ne saurait y avoir de responsabilité pénale du gérant qui est la personne délégante. En revanche, si la délégation de pouvoir est irrégulière, alors évidemment il y aura maintien de la possibilité d'une responsabilité pénale du gérant. Après avoir traité de la responsabilité pénale de Pierre, le gérant, il fallait envisager la responsabilité pénale
éventuelle de Jean, tout particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre de l'éventuelle délégation de pouvoir. Si la délégation de pouvoir est régulière, Jean est un délégataire, et en tant que délégataire, il est responsable de ce qui se passe sur le chantier. Il est donc susceptible de voir engager sa responsabilité pénale. Et puis, après avoir traité la responsabilité pénale des personnes physiques, il fallait envisager la responsabilité pénale de la société Beaubati, en soulignant que cette société peut voir engager sa responsabilité pénale du chef d'une infraction commise par un organe, son gérant, donc Pierre, ou par un représentant qui, de jurisprudence constante, peut être un délégataire de pouvoir, ici Jean S. Voilà pour ces brefs éléments de structure s'agissant de l'accident de chantier. Ensuite, pour traiter de cette consultation juridique de droit pénal en 2021, dans un deuxième temps, deuxième grand événement, il fallait évoquer les révélations concernant la société Beaubati, ces révélations qui surviennent à la suite de l'accident de chantier. Et ici, il fallait adopter la structure que j'évoquais tout à l'heure, une structure opérant une distinction par protagoniste pour rendre compte de la responsabilité pénale de chacun dans la commission de ces faits infractionnels en lien avec les révélations concernant la société Beaubati. D'abord, donc, les actes accomplis par Jean-Pierre Y, ensuite, les actes accomplis par le docteur Marc D, pour enfin évoquer la responsabilité pénale éventuelle du journaliste, toujours à propos des actes accomplis par Marc D. Vous le voyez ici, il s'agit non pas de raisonner par protagoniste, comme je le disais tout à l'heure dans la méthode, il s'agit bien de raisonner par fait infractionnel. On évoque les actes accomplis par tel protagoniste, pour autant, ces actes accomplis par tel ou tel protagoniste sont susceptibles d'engager la responsabilité pénale non seulement de ce protagoniste, que l'on désigne dans notre intitulé, mais aussi la responsabilité pénale d'autres personnes, ce que j'évoque par exemple dans le grand 2, grand B, concernant des actes accomplis par le docteur Marc D. Je ne vais pas que traiter de la responsabilité pénale du docteur Marc D, mais je vais aussi traiter de la responsabilité d'autres personnes, les salariés, le journaliste. Cela montre bien que dans la structure, l'on raisonne par grands événements, puis par faits infractionnels, et à l'intérieur de chacun fait infractionnel, l'on traite, éventuellement lorsque c'est nécessaire, de la responsabilité de chaque protagoniste lorsqu'il y en a plusieurs qui ont participé aux faits infractionnels dont on envisage la caractérisation. Pour ce qui concerne donc toujours les révélations concernant la société Beaubati, il fallait d'abord traiter des actes accomplis par Jean-Pierre Y. Jean-Pierre Y, on nous explique qu'il révèle un certain nombre d'informations à la presse et que pour venir au soutien de ces révélations, il va imprimer un certain nombre de documents qui manifestement appartiennent à la société Beaubati. Eh bien, logiquement, il fallait bien décomposer les faits tels qu'ils nous étaient relatés en distinguant le contact pris par Jean-Pierre Y auprès de la presse locale pour en particulier s'interroger sur l'éventualité d'un délit de violation du secret professionnel, délit de violation du secret professionnel qui pourrait éventuellement être justifié par certains faits justificatifs. Je pense par exemple aux nouveaux faits justificatifs tirés du lanceur d'alerte prévu par l'article 122-9 du Code pénal. Au titre donc de ce contact pris auprès de la presse locale, il fallait s'interroger sur l'existence d'une violation du secret professionnel, éventuellement justifiée par le fait justificatif du lanceur d'alerte. Et puis, s'agissant de l'impression des courriers électroniques venant au soutien des révélations faites par Jean-Pierre Y, il fallait s'interroger sur
là aussi, une éventuelle qualification pénale. Cette impression peut-elle revêtir une qualification de vol? A priori non, parce que le vol implique un acte sur un bien corporel, sous réserve d'une jurisprudence assez limitée qui a pu admettre une dématérialisation de l'objet du vol, mais dont le champ d'application est encore incertain. Peut-on concevoir une qualification de vol? A priori, c'est assez discutable. Peut-on concevoir une qualification de fraude informatique, d'infraction d'atteinte au système de traitement automatisé des données, les fameux STAD? Là aussi, on peut peut-être en douter, dans la mesure où Jean-Pierre Y avait un accès, d'après l'énoncé en tant que salarié, au serveur de l'entreprise. Peut-on alors éventuellement rebondir sur une qualification d'abus de confiance, en ayant en quelque sorte détourné son accès au serveur de l'entreprise? Ensuite, après avoir évoqué les actes accomplis par Jean-Pierre Y, il fallait traiter des actes accomplis par le docteur D, Marc D, et ces faits amenaient à évoquer la responsabilité pénale de plusieurs protagonistes, non seulement Marc D lui-même, mais aussi la responsabilité pénale des salariés eux-mêmes qui étaient venus voir Marc D, qui lui avaient remis un certain nombre de documents qui avaient ensuite été photocopiés par Marc D. Là aussi, il fallait se poser la question, d'abord, de la responsabilité pénale des salariés, du chef, de violation du secret professionnel, pour ensuite envisager la responsabilité pénale du docteur lui-même, et là aussi bien veiller à opérer une décomposition du comportement, ou plutôt des comportements adoptés par Marc D. Il y a d'abord dans l'énoncé l'évocation d'une duplication des documents internes à la société. On vous dit dans l'énoncé que les salariés apportent des documents concernant la société, et on vous dit ensuite que Marc D va avoir des copies de ces documents. Ça implique une duplication. Cette duplication des documents internes à la société devait nous amener à évoquer l'éventualité d'une qualification de recel. Le recel de violation du secret professionnel commis par les salariés. Il y avait ensuite, toujours dans la décomposition du comportement adopté par le docteur, l'évocation de la transmission de ces documents à la presse. Transmission de ces documents à la presse, est-ce que cette transmission peut revêtir la qualification de violation du secret professionnel? On peut peut-être en douter s'agissant du docteur qui ne travaillait pas dans la société et qui n'était donc pas lié, s'agissant des informations divulguées dans le cadre de cette société, qui n'étaient pas liées comme les salariés, puisqu'il n'est pas salarié de cette société, le docteur, qui n'était pas lié donc par le secret professionnel. Et puis, enfin, et surtout, aurais-je tendance à dire, la transmission d'extraits des dossiers médicaux individuels qui est évoqué dans l'énoncé. On nous dit que le docteur va transmettre un certain nombre de pièces concernant le dossier médical d'un certain nombre de salariés. Là, il est très clair qu'il fallait évoquer la violation également du secret professionnel, et ici, très spécifiquement, la violation du secret médical. Enfin, pour finir sur les actes accomplis par le docteur Marc D, il fallait envisager la responsabilité pénale du journaliste auquel on remet ces différents documents, et là, naturellement, venait à l'esprit la qualification de recel, un recel de violation du secret professionnel, à mettre en balance avec la liberté d'expression, la jurisprudence en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme, qui veut que le recours à la sanction pénale à l'égard d'un journaliste qui exerce sa fonction d'information du public sur des questions relevant d'un débat d'intérêt général, question donc de la mise en balance entre cette qualification pénale de recel de violation de secret professionnel et de protection de la liberté de la presse. Pour finir, il fallait évoquer les faits routiers. Ces faits routiers devaient également être bien décomposés, puisqu'il y avait 3 temps indiqués dans l'énoncé. Il y a d'abord les prémices de l'accident de la route, la manière dont Christophe conduit. Il y a ensuite l'accident de la route à proprement parler, et il y a enfin les suites de l'accident de la route. Sur les prémices de l'accident de la route, il fallait se poser la question de savoir si la conduite adoptée par Christophe
pouvait relever d'une qualification pénale, éventuellement d'une qualification de risque causé à autrui, ce que l'on appelle plus couramment le délit de mise en danger, tel que prévu par l'article 223-1 du Code pénal. Il fallait ensuite évoquer la qualification pénale, susceptible d'être retenue s'agissant de l'accident de la route, s'agissant des blessures graves subies à la suite de l'accident, en l'occurrence une qualification de blessure involontaire, logiquement devait venir à l'esprit du candidat, avec un certain nombre de circonstances supplémentaires à ajouter, notamment la circonstance du délit de fuite pouvait éventuellement être évoqué, puisqu'il est manifeste à la lecture de l'énoncé que si ils se sont arrêtés momentanément sur les lieux, ils ont ensuite poursuivi leur chemin. Et précisément, dans les suites de l'accident de la route, il fallait se poser la question de savoir, au-delà du délit de fuite, s'il était possible de retenir une qualification d'omission de porter secours, puisque, d'après l'énoncé, il est manifeste que nos deux protagonistes savent qu'il y a eu un accident ayant entraîné des blessures, puisque Michel s'écrie « laisse-les crever », ce qui peut, sans aucun doute, nous permettre de dire qu'il y a la conscience de l'existence d'un risque et que malgré tout, Christophe comme Michel n'ont rien fait pour venir au secours des personnes accidentées. Donc la qualification de mission de porter secours apparaissait devoir être vérifiée. Et puis pour finir, comme dans n'importe quelle consultation juridique, il fallait conclure sur les situations de concours d'infraction, puisque au regard de tout ce que je vous ai dit, plusieurs protagonistes sont susceptibles de se voir reprocher plusieurs infractions. Il fallait donc appliquer les règles qui gouvernent les concours d'infraction, tout particulièrement la règle consistant à plafonner les peines de même nature au regard de la peine maximale encourue pour les faits les plus graves, règle posée par les articles 132-2 et suivants du Code pénal. Voilà pour ces quelques éléments de réflexion, de correction de cette consultation de droit pénal, consultation juridique de droit pénal tombée en 2021 dans le cadre du CRFPA, pour davantage d'éléments, pour une correction approfondie dans le détail de cette épreuve. Je vous dis à très bientôt dans le cadre de la prépa ISP. Bon courage, à bientôt.